Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos fans de vélo et de Paul Sexas. Aujourd'hui, pas de Paul Sexas sur la route, mais beaucoup de spectacles. Oui, tout à fait. Alors, on va débriefer l'Enfer du Nord, la classique française par excellence, Paris-Roubaix, et donc au 2026. Hein. Aujourd'hui, pas d'échappée matinale, gros rythme du AE, le peloton qui scinde en deux. À environ 120 km de l'arrivée, on a Pogacar qui crève. Après pas mal de tergiversations et un passage par un vélo Shimano, il finit par rentrer juste avant la trouée d'Arambert au prix d'un gros effort. Cette trouée d'Arambert fatale à Van Der Poel qui perdra 2 minutes à cause de 2 crevaisons au plus mauvais moment. Devant, un petit groupe s'isole avec Van Aert, Pogacar, Pedersen, Ghana notamment. Van Aert et Pogacar, après avoir crevé une nouvelle fois tous les deux simultanément, sortent du groupe de tête à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Van Der Poel reviendra à une vingtaine de secondes, mais ne reverra jamais la tête de la course. Malgré les multiples tentatives de Pogacar pour décramponner Van Aert, le Belge ne lâche pas la roue du champion du monde, et c'est sur le vélodrome de Roubaix que les deux s'expliquent pour la victoire finale. Van Aert règle un Pogacar qui semblait exténué par les efforts consentis toute la journée. Stuyven fait 3ème, Van Der Poel 4. À noter que Laporte, premier français, est 5ème. Alors Nathan, toi, tes sentiments après cette course, est-ce que tu es content pour Van Aert qui gagne son deuxième monument après Milan-San Remo 2020 ou tu es déçu pour la quête annoncée de Pogacar sur les monuments? Alors, tout d'abord, comme tu l'as très bien expliqué, quelle édition de Paris-Roubaix fantastique, vraiment. Il y a eu peut-être 50, 60 rebondissements au fil de la course. Hein. On a vu la chute, la crevaison de Tadej Pogacar. Déjà à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce que ça va nous réserver. Et là, ensuite, la victoire de Wout van Aert qui accroche son deuxième monument à son palmarès après des années de disette, j'ai envie de dire, pour le Belge. Ça fait extrêmement plaisir. Hein. Pour répondre à ta question, moi, entre Pogacar et Wout van Aert, mon cœur penchait vraiment en Belgique. D'accord, même au début de l'épreuve ou c'est au vu des courses, enfin de l'évolution de la course? Bah, comme on l'avait dit hier en preview, euh, avec la montée en puissance de Wout van Aert en ce début de saison, notamment depuis Milan-San Remo, on pensait que le Belge allait pouvoir accrocher Tadej Pogacar et pourquoi pas le bateau sprint, mais c'est vrai qu'on avait quand même du mal à se projeter en se disant que Tadej Pogacar arriverait forcément à le décrocher au bout d'un moment. Sauf que là, il est arrivé tellement éreinté en fin de course qu'il n'a pas pu déclencher des attaques aussi puissantes que d'habitude. Ouais, non mais je veux dire, toi, toute la course, t'as été plutôt content pour Van Aert, enfin tu t'espérais qu'il performe ou Ah c'est oui, au tout à fur et à fait, oui, mesure? oui. Ouais, ouais. Ok. Et ben justement, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur Van Aert. Alors paradoxalement, c'est pas sa meilleure saison, mais on sentait qu'il revenait en forme, hein, comme on avait dit. Et donc, quel soulagement pour lui. Oui, tout à fait. Wout van Aert, un coureur toujours en forme, enfin, pas toujours en forme, mais toujours présent, disons. Et là, en ce début de saison, il est revenu au, au premier plan, j'ai envie de dire. Donc, le voir enfin confirmé sur une classique aussi majeure que Paris-Roubaix, si ce n'est un monument. Pour lui, on sait que dans son cœur belge, peut-être il aurait, pour la Belgique, il aurait préféré gagner le Tour des Flandres. Mais, mais bon, on le sait, depuis l'ère Pogacar, c'est impossible. Mais il l'a dit dans une interview il y a presque un an maintenant, Paris-Roubaix a quand même une belle place dans son cœur.
Et quand on l'a vu exploser en sanglots à la fin de son sprint, eh ben on comprend assez facilement que ça, 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 ça a une grande importance pour lui. Ça marche. Et alors, maintenant côté Pogacar, on a dit qu'il était exténué à la fin. D'ailleurs, il l'a dit lui en interview qu'il avait plus d'énergie pour sprinter. Et là, on repense à sa crevaison à 120 km de l'arrivée. Est-ce que c'est là que ça s'est joué pour toi? Alors, bah, quand on a vu ça, moi, tout de suite, je me suis fait dans ma tête la chute à Milan-San Remo, où à ce moment-là, bah, on ne le savait pas encore, mais il a tout remonté là-dessus Pressa pour à la fin aller s'adjuger la victoire au sprint contre Thomas Pidcock. Alors à ce moment-là, je me suis dit, bah, il va nous faire la même chose. Il va tout remonter comme il l'avait fait en Italie. Sauf que là, ses équipiers, bah, ils sont un petit peu portés disparus. Euh, McNulty l'avait traîné à Milan-San Remo. Là, malheureusement, il est tout seul. Donc, le scénario était assez différent. Bah ouais, le gros problème dans cette crevaison, c'est déjà le peloton était scindé en deux. Donc quand il crève, il a pas sa voiture derrière, il est dépanné par la voiture Shimano. Et alors là, pareil, hein, manque de lucidité, mais on voit que ça arrive tout le temps dans ces situations. Il prend le vélo Shimano parce qu'on veut repartir le plus vite. Il En n'est pas plus, en du tout à prenant sa le vélo taille. qui était pas à sa tâche, donc on savait qu'il allait rechanger tout de suite après. Ça, c'était à chaque fois c'est comme ça. Les gars, ils sont tellement réglés au millimètre que même quand ils prennent le vélo de coéquipier, même le mec qui fait la même taille que lui, ça va pas, il y a jamais rien qui va, il est obligé de rechanger de vélo 3 km après. Là, en plus, la voiture Shimano, elle s'était arrêtée en plein milieu de la route, donc le groupe de poursuivants, ça les a ralentis, donc sa voiture était encore plus loin, donc il a encore reperdu du temps dans l'histoire, et comme tu l'as dit, ses coéquipiers, ils ont mis du temps avant de l'attendre, quoi. Et lui, il a chassé Là, tout seul pendant 20 km. Et à la différence de San Remo, alors moi j'ai eu la réflexion de San Remo, c'est quand il rentre dans le groupe de tête, où lui il est ramené par ses coéquipiers, ils sont à 50 km/h, alors que le groupe de tête est à 30 km/h, et là tu as le différentiel et tu te dis, oh là, ils sont pas dans le même rythme là, attention. Mais sinon, y avait l'enjeu que il faut être rentré avant la trouée d'Arambert parce que sinon bah tu vas taper les mecs qui ont chuté si t'es pas dans les 5 premiers dans la trouée d'Arambert, tu sais pas dans quel état tu ressors, hein. oui, surtout que dans la première bordure, dans la moitié du peloton de tête, il y avait tous les gros leaders. Mats Pedersen, Filippo Ganna, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert. Donc il ne pouvait pas se permettre de ne pas être avec ces gars-là à l'entrée d'Arambert. Et c'est là qu'on peut se poser la question, qu'a fait l'équipe UAE au lieu de se relever complètement à l'annonce du problème mécanique de leur leader? Bon, il y en a certains, notamment Milken Biar, qui a pris son temps, qui est resté en queue de peloton, alors qu'il aurait dû bah, directement se relever pour aller rouler et sauver son leader. Bah tout à fait, d'ailleurs quand il crève, il y a Vermersch qui est derrière lui. Donc enfin je crois que c'est Vermersch, en tout cas il a un coéquipier qui est juste derrière lui. Donc il le voit. Donc quoi qu'il arrive, il doit prévenir les autres si le directeur sportif est trop loin que ça capte pas, de dire bah il faut qu'il y en ait un qui s'arrête, qui reste avec lui. Alors il est pas obligé de s'arrêter tout de Bah, suite, il peut, mais au moins ralentir pour être là dès qu'il est en condition Pogacar de repartir. Et là il a roulé trop longtemps tout seul dans le vent. Et bon après que tes deux autres, Politz et Berg qui ont mis un peu plus de temps à s'arrêter, à la limite pourquoi pas. Et la deuxième chose que j'ai pas compris, c'est Vermersch, lui, il est resté au chaud, mais à ce moment-là, moi je croyais que ça allait faire comme Laporte. Son but c'était de suivre jusqu'à 50 bornes de l'arrivée, voire 30 bornes de l'arrivée, mais même pas. Vermersch, on l'a vu disparaître après la trouée d'Arambert, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a disparu très vite. Alors est-ce qu'il a eu un souci? Mais voilà. Ce moment-là, c'est 30 km entre le 120e et le 90e. UAE, en tout cas, a fait faire des efforts inutiles à Pogacar, et ça, c'est sûr que dans un sprint après une journée comme ça, il le paye.
Oui, je suis d'accord avec toi. Après, Florian Vermaersch, on n'a pas voulu le relever tout de suite parce que on s'est dit, bah, ça fera guise de leader de rechange au cas où. Ou alors même, si Pogacar parvient à revenir, bah, ça l'aidera à lancer des offensives par la suite. Mais aussi, je suis d'accord avec toi, j'étais assez déçu par le Belge, mais il paye aussi sûrement son début de saison pantagruélique, hein. Il s'est aligné sur pratiquement toutes les classiques, donc il doit payer un petit peu ses efforts depuis le début de saison. Ça marche. Après, j'avais une autre question. Donc, Pogacar, il va revenir à Roubaix, certainement. S'il veut prétendre un jour détrôner Merckx au titre de plus grand cycliste de l'histoire, euh, est-ce qu'il devra gagner Paris-Roubaix? Moi, si je pose la question, c'est que je pense que oui, il doit gagner au moins une fois tous les monuments, tous les grands tours. Ah bah bien sûr, pour cela, il devra revenir. Et surtout, cette année, ça veut dire qu'il ne pourra pas atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire remporter tous les monuments, les 5 monuments la même année. Donc, Ouais, alors est-ce que cet objectif reste encore possible? Car ça voudra dire qu'il faudra regagner Milan-San Remo. ça marche, mais tu réponds pas trop à ma question là, hein. T'es d'accord avec moi alors? S'il veut détrôner Merckx, il doit gagner tous les monuments, tous les grands tours. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Est-ce que Tadej Pogacar est le meilleur cycliste de l'histoire? Je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la question. Donc je pense que ça pourrait faire sujet pour une prochaine vidéo. D'accord, toi tu penses qu'il l'est déjà, c'est ça? Ouais, je pense que vu la concurrence qu'il y a par rapport à l'époque de Merckx, même si je sais qu'on ne compare pas les, disons qu'on ne compare pas les époques, hein, parce que il y a les avancées, il y aura toujours des avancées technologiques, mais j'ai l'impression que Tadej Pogacar a quand même plus d'impact sur son temps. Après, c'est facile à dire, je n'ai bien évidemment pas vécu euh, les exploits d'Eddy Merckx. Ok, moi, je pense qu'en tout cas on peut comparer en termes de domination et c'est là-dessus que doit se jouer, mais comme tu dis, on fera peut-être un podcast un jour sur le sujet et, euh, et Merckx aujourd'hui a une longueur d'avance, hein. Ensuite, je te propose qu'on revienne sur la crevaison de Van Der Poel. Donc, il crève lui en plein milieu de la trouée d'Arambert. Philipsen tente de lui donner son vélo. Il y a un problème de cale. Finalement, c'est Del Grosso qui était un peu lâché, qui change et qui donne sa roue à Van Der Poel. Et Van Der Poel repart. Et à la fin de la trouée, il recrève une deuxième fois. Il attend sa voiture qui le dépanne. Il remonte petit à petit. Il revient, voit jamais la tête de course comme on l'a dit. Il reste à 20 secondes au mieux, et au final, il finit quand même quatrième. Quelle performance, enfin quelle puissance, quelle force de Van Der Poel. Oui, tout à fait. Mathieu Van Der Poel a prouvé qu'il avait les jambes pour remporter une quatrième fois ce Paris-Roubaix. Malheureusement, il lui est arrivé la crevaison dans la trouée d'Arambert au pire moment. Jasper Philipsen n'a pas hésité une seule seconde pour lui donner son vélo, mais il a oublié lui-même qu'il avait un prototype au niveau des cales et des chaussures, donc cela ne pouvait pas correspondre à Mathieu Van Der Poel, et donc il a été forcé de ne pas prendre son vélo et d'attendre sur le bas-côté. Heureusement, Tibor Del Grosso, son équipier, a eu la lucidité de changer sa roue avec celle de Mathieu Van Der Poel pour lui permettre de repartir. Un petit peu après, il va recrever. On voit que même son soigneur qui le relance, même lui, il n'y croit pas, il le relance avec peu d'entrain. Il se dit, à 2 minutes, c'est fini.
mais c'est sans compter sur la détermination du Néerlandais Oui, bah, tu nous as bien pour résumé revenir. ça. Je suis d'accord avec toi, en tout cas, belle lucidité de Del Grosso. Alors là, c'est un peu différent hein, sur le dépannage, la volonté de tout de suite changer de vélo. Moi, je vais être un peu moins critique envers Alpecin parce que dans la trouée d'Arambert, c'est un peu sauf qui peut. Et je comprends que tu puisses essayer de sortir de là le plus vite possible. Donc le manque de lucidité, en fait, il se conçoit bien. Mais voilà, et là encore, il a bien su se ressaisir, Van der Poel. On peut imaginer quand même que quand tu te prépares une bonne partie de ta saison pour cette course et que à 100 km de l'arrivée, il t'arrive un pépin comme ça, et ben c'est pas évident. Mais bravo Et à j'ai lui envie de dire, pour une de cette. fois, ça arrive à Van Der Poel. On dirait que les rôles se sont un petit peu inversés entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel comparé à leur duel habituel. Ouais, alors là, Souvent, le Belge a eu... c'est une bonne transition là Vas-y, je que te tu me laisse. donnes. Parce que moi je voulais te dire, on a eu une édition avec de nombreux incidents pour les favoris, plus que d'habitude, et en fait j'ai l'impression que ça s'équilibre. D'ailleurs, Pogacar a crevé 2 fois, ou 3, je sais pas, au moins 2 en tout cas, Deux Van chutes Aert 2, majeures, en tout cas, de Van crevaison. Aert 2, Van Der Poel 2 aussi, sauf que c'est pas au même endroit et avec pas du tout les mêmes conséquences. Van Aert c'était presque les 2 fois où il crève, c'est presque le mieux, quoi. Il y a la voiture qui Au est pas meilleur loin. moment. Ouais. Voilà. Donc là encore, Paris-Roubaix a joué son rôle, le rôle qu'on aime aussi un peu, c'est-à-dire la part de chance et d'aléa qu'on retrouve pas sur les autres classiques, sur les autres monuments. Beau spectacle là. Toi, t'as pris ton kiff là cet après-midi? Ah oui, j'ai vraiment apprécié cette course. Paris-Roubaix a tenu toutes ses promesses encore une fois. Et surtout, celui qui a le plus pâti de ces crevaisons, c'est Filippo Ganna, le rouleur italien, qui est, vu son gabarit, souvent bah, sensible aux crevaisons. Mais là, vraiment, il n'a pas été épargné par la chance. Trois fois consécutives, plus une chute dans le final, vraiment assez triste pour l'Italien, car on sait que c'était un grand objectif pour lui en ce début de saison. Mats Pedersen qui a chuté, qui a crevé, pardonnez-moi, une seule fois, mais qui n'avait pas les jambes de rester avec Wout van Aert et Tadej Pogacar. Donc vraiment un scénario digne de la classique du Nord qu'on connaît. On peut mentionner une mention honorable pour la troisième place de Jasper Stuyven, qui a été le leader finalement de la Soudal Quick-Step. Yes, bon après, je t'avoue que j'aurais préféré que ça soit Van Der Poel au vu des efforts qu'il avait mis pour revenir, etc. Alors que Stuyven a fait pas mal de patinettes, mais effectivement, belle récompense pour la Soudal, hein. Ça va peut-être un peu leur permettre de souffler. Merci pour ce débrief hein, sur l'édition la plus rapide, hein, pour rappel, de l'histoire de Paris-Roubaix. Euh, voilà, avec Avec vent dans le dos. Bernard dans le dos, euh, Pogacar qui a essayé de rendre la course difficile. Voilà, voilà, ils ont roulé toute la journée avec beaucoup de suspense pour nous. On s'est régalé. J'espère que vous êtes aussi autant régalé que nous devant votre télé. Et avant qu'on conclue, est-ce que tu t'es remis là de la victoire de Sexas? Qu'est-ce que t'en penses à froid? Moi de mon côté en fait, je me suis aperçu que peut-être qu'on n'avait pas assez parlé du fait que sa domination, ce qu'il a fait là sur cette semaine, il la doit qu'à lui-même. Il n'a pas profité d'aléas, il n'a pas profité du travail d'autres équipes. Il est allé la gagner, sa victoire, lui-même et avec son équipe. Et ça, enfin, je veux dire, c'est pas une victoire au hasard, c'est pas une victoire au rabais. C'est une des courses World Tour les plus importantes
de la saison dans la préparation, donc il y avait du niveau. Voilà, je sais pas si on se rend, enfin voilà, si on se rend bien compte de ce qu'il nous a fait à cet âge-là. Voilà. D'ailleurs, il y a Jackie Durand, je sais pas si t'as vu, hein, il a dit chez UAE, on a peur de Sexas en vue de Liège. Toi, t'en penses quoi? Je pense que notre commentateur français ne s'y trompe pas. Et il a bien raison parce que je pense que dans le bus du AE, ça doit commencer à cogiter un petit peu parce qu'on sait qu'ils ont l'habitude d'être dominateurs sur quand ils s'alignent avec Pogacar et que la tactique c'est pas vraiment leur fort quand il faut réfléchir à des scénarios plus homogènes avec les autres coureurs, alors que là un nouveau un nouvel élément puisse perturber le rouage à eux, ça nous augure un très beau monument. Et je pense personnellement que Paul Sexas, à l'image de son Strade Bianchi, ne sera pas loin d'accrocher la route Pogacar. Et peut-être que cette fois-ci, il pourra le faire. Et qui sait ce qu'il pourra se passer par la suite. Eh ben super, merci. On espère, on y croit. Alors, nous, on a bien bossé là toute cette semaine à vous proposer des émissions sur Sexas. Lui, il a bien tenu. On a vu qu'il avait le rythme pour tenir pendant une semaine. Nous aussi. Je sais pas si on tiendra aussi 3 semaines sur son prochain grand tour, mais en tout cas, on se retrouvera seulement la semaine prochaine puisqu'il court pas cette semaine pour notre prochain épisode où on débriefera l'Amstel. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter, nous dire ce que vous en avez pensé de ce Paris-Roubaix. Merci Nathan et allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.